Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. Ce sont 4 lettres qui font trembler un vaste sous-continent et bien au-delà. AQMI comme Al-Qaïda au Maghreb islamique. La franchise locale d'Al-Qaïda multiplie dans la région les coups de force, les prises d'otages et autres attentats, avec comme base arrière l'immensité désertique du Sahel. C'est là que les armées d'Algérie, du Mali, du Niger et de la Mauritanie mènent la traque au Katiba d'AQMI sur le mode de l'aiguille dans la botte de foin. L'une de nos équipes, avec James André et Taoufik Mjayed, a passé plusieurs jours au sein d'une unité antiterroriste de l'armée mauritanienne. On retrouvera James après son reportage, que l'on regarde tout de suite, face à l'ennemi invisible. A tout de suite. Le désert, à perte de vue. Et pourtant, c'est une zone stratégique. Ce sont les terres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette portion du Sahara mauritanien se trouve à proximité de la frontière malienne. Depuis 2008, c'est une immense zone militaire interdite, longue de plus de 800 km. Nous sommes à l'Emreya, une base militaire perdue au milieu des dunes. Le 4e groupe spécial d'intervention de l'armée mauritanienne est de passage. Ces hommes constituent le fer de lance de la lutte antiterroriste du pays. Ils se déplacent pour traquer Al-Qaïda au gré des tuyaux glanés par les services de renseignement. Le lieutenant-colonel Doul Sidi Bouya est le commandant du 4e GSI. L'unité compte 205 hommes. Elle a été créée spécialement pour combattre Al-Qaïda il y a 1 an. En général, Al-Qaïda, leur style, c'est se déplacer un petit groupe qui se déplace rapidement, qui sont très mobiles et ils ont une parfaite connaissance du terrain aussi. Pour démontrer son efficacité, l'armée mauritanienne a organisé une manœuvre. Les militaires n'ont pas l'habitude de voir des journalistes. La communication est verrouillée. À chaque faux pas, l'officier de presse intervient. Début de l'opération. Les hommes sont concentrés. Ce n'est qu'un exercice, mais le risque est bien réel. Des unités d'AQMI pourraient surgir à tout moment. Les pick-up se déplacent en ligne pour ratisser la zone la plus large possible. Pour cet exercice, des objectifs ont été disposés dans le désert. Les hommes doivent les trouver et les détruire. Au bout de quelques kilomètres, les éclaireurs tombent sur l'ennemi. Feu à volonté. Détruisez l'ennemi. Les unités se positionnent en ligne. Elles pilonnent à distance les positions ennemies, symbolisées par des ballots de paille. Une colonne de pick-up contourne l'objectif par le flanc et attaque. Les pick-up sont équipés d'une mitrailleuse lourde. Certains sont montés avec des batteries anti-aériennes. Les soldats à pied attaquent au RPG. Enfin, l'assaut est donné et les hommes prennent le contrôle de la position. Une fois l'ennemi neutralisé, les unités forment un périmètre de sécurité et se tiennent prêtes à faire face à une contre-attaque. Une méthode que leur ont enseignée leurs instructeurs de l'armée française. Cette opération est une copie conforme de celle qu'on mènerait en cas de véritable attaque contre une résistance isolée. Il s'agit d'un soutien, d'une couverture et d'un assaut final. Une technique que ces hommes n'ont jamais eu à mettre en œuvre. Depuis notre arrivée ici, c'est-à-dire depuis 6 mois, nous n'avons observé la présence d'aucun terroriste et d'aucun trafiquant dans la région. Si ce groupe n'a jamais rencontré aucun ennemi, c'est que la zone est interdite aux civils depuis 3 ans. Avant, c'était le carrefour de tous les trafics. Drogue, carburant et armes, entre le Mali, l'Algérie et le Sénégal. Des trafics qui financent le terrorisme. Aujourd'hui, toute présence est détectée et contrôlée, ce qui rend la zone impraticable pour les trafiquants. Le lieutenant Ould Lakal est un vétéran de la guerre contre Al-Qaïda. Il a combattu lors de l'opération Lemzareb. Le 25 juin 2010, à 5h30 du matin,
il donne l'assaut sur un convoi repéré par les services de renseignement. L'opération consistait à arrêter les individus qui se trouvaient sur place. Nous avons été surpris par des coups de feu, il y a eu combat et nous avons arrêté 22 personnes et on a tué 2. On a saisi 7 4x4 Toyota et un autre véhicule qui était rempli de drogue et d'armes lourdes. Nous ne faisons pas de différence entre les trafiquants et Al-Qaïda. La drogue finance la nébuleuse pour acheter des armes. Le résultat de cette intervention, le voici. 9,5 tonnes de drogue détruites devant les caméras de télévision. Il faut décourager les candidats au djihad et le gouvernement applique une politique très dure envers les individus capturés durant ces raids. Ces 12 terroristes en ont fait l'expérience. 3 d'entre eux ont été condamnés à mort pour l'attaque d'un convoi de Français à Alleg fin 2007. Les 9 autres ont été reconnus coupables de complicité et jetés en prison. Nous avons retrouvé la sœur de l'un d'entre eux, Daoud Ould Septi. Elle dénonce les conditions de détention de son frère. Ils l'ont condamné à 10 ans de prison. Mais le jugement n'est pas enregistré, ce n'est pas un jugement officiel. On n'a donc pas pu faire appel jusqu'à maintenant. Il y a 4 mois, les 12 hommes ont été transférés vers une prison secrète. Ils étaient à la prison civile de Nouakchott. On leur rendait visite 2 fois par semaine. Mais depuis 1 an, les conditions sont devenues plus strictes. Maintenant, on n'a plus de nouvelles depuis le 23 mai. Certains disent qu'on les a déplacés en avion, d'autres en voiture. Nous, on ne sait pas. Au ministère mauritanien de la Défense, on se félicite de l'efficacité de la nouvelle stratégie antiterroriste. Les forces d'intervention spéciales, la zone interdite et la fermeté auraient porté leurs fruits. Il n'y a aucune organisation, aucune base et aucun groupe terroriste à l'intérieur de la Mauritanie. Mais en coopération avec les pays voisins et grâce à nos services de renseignement militaires, nous repérons tous les mouvements dans la région dangereuse du Sahel et surtout au nord du Mali. Al-Qaïda n'agirait donc plus sur le territoire mauritanien. Pourtant, la police continue de déjouer des attentats à Nouakchott. Nous sommes au quartier général de la 6e région militaire. C'est ici que l'armée conserve les armes et les véhicules saisis lors d'opérations antiterroristes. Des armes saisies en Mauritanie. Il y a à peine 10 mois, le 29 janvier, ce véhicule piégé a été stoppé à l'entrée de la capitale. Sur ces images d'archives, on le voit bourré d'explosifs. Une mine anti-char était même installée sous le siège conducteur. Al-Qaïda voulait la faire exploser dans un quartier habité de Nouakchott ou d'une autre ville. Mais les artificiers ont pu la désamorcer. 2 jours plus tard, le 2 février, la police tente de stopper un autre véhicule piégé. En voyant les forces de l'ordre, les kamikazes ont déclenché leur charge. 2 policiers ont été blessés dans l'explosion. Mohamed est rédacteur en chef du journal Nouakchott Info. Pour cet expert en terrorisme, la stratégie de bouclage du désert n'est pas la solution pour en finir avec Al-Qaïda. Ce n'est qu'un outil, ça ne vise pas uniquement Al-Qaïda. En fait, ça vise aussi tous les trafiquants de drogue. C'est une simple mesure. Le combat contre AQMI ne peut pas être mené par un seul pays. Ni la Mauritanie, ni l'Algérie, ni le Mali. Il faut un effort régional. Mais jusqu'à maintenant, il manque une vraie volonté commune à cause des sensibilités entre les pays et des intérêts divergents. Aujourd'hui, Al-Qaïda monte en puissance dans le Sahel. Sur ces images, on peut voir une de leurs bases détruite par l'armée mauritanienne fin juin. Bilan, 15 tués côté terroriste et 2 côté mauritanien. La base était située à quelques kilomètres à peine de la frontière du pays, dans la forêt de Ouagadou, au nord-ouest du Mali. En représailles, AQMI a attaqué la base militaire de Bassikounou le 5 juillet avec plus d'une vingtaine de pick-up. Les forces mauritaniennes, prévenues à temps, ont pu repousser l'offensive. Une surenchère qui inquiète les services de renseignement, d'autant que de nombreuses armes des arsenaux du colonel Kadhafi se sont volatilisées durant la révolution libyenne. Elles circuleraient maintenant dans le Sahel.
Nous pouvons affirmer que des groupes terroristes salafistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont récupéré des armes sophistiquées, dont des SAM-7. On parle même de missiles Stinger de fabrication américaine. Retour en zone interdite, à Lemketi. Nous sommes à proximité des frontières avec l'Algérie et le Mali. Le deuxième groupement d'intervention part en patrouille. Votre nouvelle mission est de contrôler l'axe Khat El Bared à l'ouest à partir de Louzetmar. Les pick-up se déploient dans le désert. 35 km de poussière et de cailloux à parcourir, avec le risque constant d'être pris en embuscade. Premier point de contrôle, ce puits, seul point d'eau du secteur, un passage obligé sur cette piste qui rallie l'Algérie au Mali. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. Les ordres sont stricts. Toute personne suspecte qui passe ici, je lui tire dessus. Ces hommes qui sillonnent le désert nuit et jour, aidés d'une surveillance aérienne, permettent de créer une zone tampon aux frontières de la Mauritanie. Mais il faudra une vraie coopération au niveau régional pour lutter efficacement contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous retrouvons sur le plateau de reporter James André qui a réalisé ce reportage aux côtés de Taoufik Mjayed. James, d'abord, on voit bien dans votre reportage que vous avez assisté à une entreprise de relations publiques, de communication de l'armée mauritanienne qui veut vraiment souligner sa volonté de faire face dans cette région, dans ce désert qu'on a très bien vu, à la menace de Daqmi. Absolument, c'était comme vous le dites, une opération de relations publiques. On a assisté à une vraie démonstration de force. Ils nous ont montré des unités, par contre, qui sont effectivement là, qui ont été formées d'ailleurs par les Français, qui sont opérationnelles, qui sont bien équipées. Bon, tout le concept de ces unités, c'est de dire on va se battre contre eux avec les mêmes armes qu'eux. D'où l'idée des pick-up avec les mitrailleuses lourdes, la capacité à se déplacer très rapidement, le fait que ces unités n'ont pas de base. Et donc c'est tout ça effectivement qu'on a voulu nous montrer. Et ça avait été, c'est-à-dire que nous sommes venus effectivement à l'invitation de la présidence de la République mauritanienne qui veut montrer effectivement qu'elle est très impliquée dans cette lutte. On voit bien qu'on établit donc une très très vaste zone tampon qui est désertique déjà à l'origine, mais encore plus désertique de ce fait. Est-ce que c'est efficace ? Alors oui, c'est efficace par définition, puisque la zone fait 800 km par 250 km. Il y a de la surveillance aérienne, il y a, plusieurs personnes nous l'ont dit sans réellement nous dire avec qui ou comment, mais il y a une surveillance satellitaire également, ce qui fait qu'on a ces unités qui sont très mobiles. Aujourd'hui, il y en a 5, il y en a d'autres qui sont en cours de formation et qui peuvent intervenir très vite. Mais comme la zone est vidée, en fait, c'était une zone qui était une zone où il y avait des caravanes, où il y avait, dans certains coins, il y avait des bergers. Autrefois même le Paris-Dakar. Autrefois même le Paris-Dakar. C'est exact. Mais aujourd'hui, effectivement, comme c'est complètement vide, dès qu'on voit une colonne de 4x4 s'avancer, on sait qu'il y a un problème. Et c'est ça le concept. Et ça fonctionne. Plus personne n'arrive à passer. Même s'il y a des incursions d'AQMI dans cette zone, comme on a pu le voir quand ils ont attaqué la base militaire, on en parle dans le reportage, au mois de juillet cette année. Vous l'avez dit, l'un de leurs atouts, c'est la mobilité à ces unités. Comment vivent-ils au quotidien ? Ils ont une vie très difficile parce qu'ils sont dans le désert, ils n'ont pas de base. C'est-à-dire qu'ils vont d'une base à l'autre quand ils ont besoin de se ravitailler, mais ils sont effectivement basés dans le désert. Ils ne peuvent pas monter de campement, c'est-à-dire qu'ils dorment vraiment au plus près de leurs armes, dans les camions. Ils forment une sorte de campement circulaire avec tous les pick-up qui sont garés les uns à côté des autres et chaque pick-up est responsable de sa propre sécurité. Donc chaque pick-up compte 4 à 5 hommes, ça dépend des unités, et ils dorment vraiment juste à côté. Il y a une sentinelle permanente. Donc, ils dorment à tour de rôle. Ils n'ont pas de contact avec leur famille. Ils partent 3 mois. Ils ont droit à un coup de fil sur le téléphone satellitaire en 3 mois, au bout de 2 mois. Et s'il y a un problème dans la famille, évidemment, on les prévient. Mais ça s'arrête là. Donc, ils sont complètement coupés du monde et ils sont en complète autarcie dans cette zone qui est quand même très difficile. Il n'y a absolument rien. D'ailleurs, on le voit dans le reportage, il y a un seul puits à des kilomètres à la ronde. James, est-ce que c'est la solution contre AQMI de vider totalement l'ensemble du territoire du Sahel, c'est-à-dire plusieurs millions de kilomètres carrés ? C'est peut-être les limites de la solution. On ne peut pas vraiment vider l'ensemble. Là, ce qu'a fait la Mauritanie, c'est une initiative d'ailleurs qui ne regarde que ce pays-là, puisque les autres à côté n'ont pas fait la même chose. C'est difficile parce qu'évidemment, il y avait une économie là, il y avait des caravanes qui passaient. C'était une zone où il y avait une vie malgré tout, même si c'est un désert. Mais ça arrête aussi tous les trafics, parce qu'il y avait énormément de trafic, que ce soit de cigarettes, de drogue, de carburant dans cette zone-là, et tout ça, c'est terminé. Il y a un coût qui est dénoncé par certaines personnes qui aussi
souligne le fait que les attaques n'ont pas forcément eu lieu là et que AQMI est aussi présent à l'intérieur du pays, plus du côté, par exemple, de Nouadhibou ou plus près de Nouakchott même. Vous avez souligné à de plusieurs reprises dans ce reportage la bonne volonté mauritanienne, certes, mais les lacunes de la coopération régionale, quelles sont-elles, ces lacunes ? Bien, les lacunes, notamment il y a un problème au côté malien aujourd'hui, c'est que le gouvernement malien avait un gros problème de rebelles Touareg et que pour régler ce problème, eh bien, ils leur ont plus ou moins laissé toute une zone qui se trouve au nord du pays en disant, bien écoutez, voilà, vous avez qu'à vous installer là, et puis une sorte de pacte de non-agression mutuelle qui fait que l'armée malienne n'opère plus vraiment dans cette zone-là. Or, les Touaregs et AQMI ont trouvé des terrains d'entente, pas tous les Touaregs, c'est quand même une minorité de Touaregs, mais ça n'empêche que AQMI opère là. Il y a une cohabitation de facto. Il y a aussi AQMI, ça on l'a appris sur place, mais qui fait de l'humanitaire dans la zone, c'est-à-dire qui creuse des puits pour les villageois, ce qui leur permet d'obtenir des réseaux d'information, le soutien de la population, ce qui fait qu'ils sont en train de s'implanter de manière assez stable dans ces régions-là. Et c'est effectivement aujourd'hui, une grosse partie de leur base se trouve dans le nord du Mali, et très près finalement de la frontière mauritanienne aussi. Merci beaucoup, James. A souligné que c'est précisément dans cette région que 4 otages français qui avaient été enlevés le 16 septembre à Arlit au Niger par une cellule d'AQMI, ils viennent de passer le seuil des 400 jours de détention dans cette vaste zone désertique d'où vous revenez. James, merci encore. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exemplaire de Reporter. À très bientôt.